tous, merci d'être dans cette cérémonie de remise des prix du Cube dans cette arena à Paris La Défense. Merci d'être avec nous. Je vous propose de vous présenter pour parler des nouveaux enjeux de l'énergie. Alors à ma droite, j'ai Dimitri. Oui, bonjour, Dimitri Petrakis. Donc, moi, je suis directeur commercial sur tout ce qui est segment tertiaire pour Schneider Electric, c'est-à-dire bâtiments de bureaux, hôtels, bâtiments de santé, commerce et facility management. Donc finalement, c'est entre vos mains qu'il y a toute l'efficacité qui va nous faire sauver l'hiver et peut-être faire la transition énergétique. À ma gauche, Charles Gouriot. Donc, bonjour, Charles Gouriot, fondateur et dirigeant de Smart Impulse. Nous, on fait de l'analyse des usages électriques pour les bâtiments tertiaires avec un capteur qui arrive à identifier quels sont les équipements qui consomment dans les bâtiments pour cibler et suivre des économies d'énergie. Avec un seul capteur en tête, vous comprenez le bâtiment, c'est ça qui est fabuleux. Exactement. Et enfin, Elisabeth. Oui, bonjour, Elisabeth Trofimov, je suis consultante chez A4MT et je suis sur 2 programmes. Le booster du réemploi qui n'est pas sur les économies d'énergie, mais de manière indirecte un peu, puisqu'en faisant des réemplois de matériaux, on évite quand même de la production du neuf. Et puis sur un nouveau programme, une nouvelle ligue du championnat des économies d'énergie, qui est le fameux CubeFlex, donc on a entendu un peu parler ce soir. Eh bien merci, c'est justement de ça dont on va parler, parce qu'en fait, il y a 10 ans, on lançait le Cube sur les simples économies d'énergie, qui étaient lentes à se faire, il n'y avait pas tellement d'appropriation du public, des personnes embarquées dans les bâtiments, etc. Un petit peu de sleepwalking, comme disent les Anglais, voilà, pour le dire en bon français. Et là, on est en train de refaire la même chose sur un nouveau défi, parce que cet hiver énergétique, il y a une histoire de maîtrise de l'énergie, certes, mais il y a une histoire de maîtrise de l'appel de la puissance électrique. On est limité sur la puissance électrique parce que le parc électronucléaire n'est pas complètement disponible, on l'a vu tout à l'heure. Et finalement, ce qui se passe, c'est que combien on consomme, la maîtrise de l'énergie, est au moins aussi important que quand on consomme. Est-ce qu'on va consommer entre 8h et midi et entre 18h et 20h le soir, au moment où on va additionner le tertiaire à l'ensemble des consommations nationales et finalement créer un dépassement de la puissance disponible, ce qui nous crée finalement des blackouts, enfin, ce qui nous créerait, si on, dans l'hypothèse du pire, du blackout. Alors, la nouvelle donne, en fait, finalement, c'est de piloter son appel de puissance en fonction de cette disponibilité énergétique. Mais surtout, si cela nous permet de passer l'hiver, en fait, tous les scénarios montrent que dans le futur, on va devoir faire la même chose pour faire absorber les grandes énergies renouvelables qui seront injectées dans le réseau. Donc cet exercice que nous allons faire au titre de la sécurité du système électrique cet hiver est un exercice qui devra s'installer dans les habitudes de consommation du grand tertiaire d'ici à 2030. Alors j'ai une première question pour chacun d'entre vous, puisqu'on est au démarrage de cette nouvelle phase, c'est quelles sont les pratiques pionnières que vous avez déjà vues qui correspondent à du décalage de puissance? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain qui met le doigt en fait dans cette aventure de gestion active en fait du bâtiment? On va tourner dans le sens... D'accord. Alors, sur ce volet de décalage de puissance, il y a clairement, en ce moment, on est en hiver, donc on a un vrai sujet autour du chauffage. Donc, ça va être évidemment de pouvoir décaler les périodes de chauffe et d'utiliser l'inertie du bâtiment. Ça peut être aussi de se poser la question finalement de comment on va utiliser le bâtiment. Est-ce qu'on va peut-être resectoriser un petit peu et puis regrouper les personnes dans une zone du bâtiment et ce qui veut dire qu'on est en capacité derrière de faire en sorte que la partie qu'on n'occupe plus n'utilise plus d'énergie. Donc on est en mesure de piloter par zone. Donc ça c'est effectivement des types d'approches qu'on voit dans certains bâtiments. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est un mélange d'une part de technique, mais aussi c'est vraiment un sujet qui impose de fédérer les différents acteurs, que ce soit le propriétaire, l'occupant du bâtiment, le facility manager, les employés et les organisations syndicales. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de mettre tout le monde autour de la table au sujet de l'économie d'énergie. D'où le championnat. Ou du championnat, voilà. Mais donc on retrouve cette notion de finalement, comme dans la maîtrise de l'énergie, la logistique du dernier kilomètre de tout ça, c'est de l'organisation humaine. Voilà. Exactement. Voilà. Et du côté de Charles et Elisabeth
Moi, je suis très content qu'on parle de ce sujet-là parce que j'en entends parler depuis 10 ans et que sur le tertiaire, j'ai jamais trouvé ça très concret. Mais j'ai l'impression qu'il y a une conjonction d'événements qui fait que ça devient concret et ça devient même assez stratégique. Donc, très content qu'on en parle. Après, aujourd'hui, les pratiques pionnières, nous, ce qu'on voit, c'est principalement le pilotage du chauffage et de la climatisation quand on est en été, pour effectivement remettre le bâtiment en température un petit peu avant les pics du matin. Voilà, donc ça c'est la bonne pratique. Et puis après, on pourra se poser la question de pourquoi cette bonne pratique, elle est déjà en place. Et qu'est-ce qui ferait qu'on peut généraliser ça plus largement sur cet usage-là, sur d'autres usages. Donc ça, on le voit effectivement chez certains de nos clients qui sont attentifs à la gestion des heures creuses, des heures pleines, puisque c'est plus intéressant de consommer en heures creuses. Après, il y a quand même une bonne pratique, et d'ailleurs qui est commune à la flexibilité et à la sobriété, qui est qu'il faut connaître ses usages en fonction du temps, et donc savoir à chaque instant ce qu'il consomme dans son bâtiment, pour savoir si, déjà ce qu'il consomme, et puis si on peut le décaler. Donc ça, c'est vraiment une première étape qui me semble indispensable à la fois pour faire de la sobriété, mais aussi pour faire de la flexibilité. Et ça, c'est sûr que une fois qu'on fait ça, déjà, on a toutes les cartes en main. Après, on pourra discuter des leviers de motivation pour vraiment passer à l'action et se lancer dans la flexibilité. Et je pense que le concours pourrait être un bon levier de motivation. Justement, le concours. Alors, de quoi s'agit-il ? Ouais, je voulais juste rebondir sur les pratiques pionnières, et peut-être qu'il y en a une qu'on oublie souvent, qui existe bien avant nos sujets, c'est le fameux ballon d'eau chaude. Et je trouve que pour l'illustration de ceux qui n'ont pas forcément la flex en tête, voilà, chauffer son ballon quand personne n'a besoin d'électricité, à savoir la nuit, et utiliser l'eau chaude après, c'est la bonne illustration de quels sont les usages sur lesquels on peut le faire. Et aujourd'hui, par exemple, dans le tertiaire, ce que je cite facilement, c'est aussi les bornes de recharge pour véhicules électriques. Est-ce qu'on a besoin de recharger son véhicule entre 8h et 13h, alors qu'en général, on l'utilise le soir en partant des bureaux ? C'est assez simple quand on y pense finalement, mais voilà, en le programmant, ça peut changer la donne. Donc c'est un peu ces petites pratiques faciles, sans aller dans tout de suite des grandes programmations de chauffage qui ont beaucoup d'impact, parce que du coup, ça y est, je parle du concours, on a fait un test avec 4 bâtiments pilotes qui ont vraiment fait 10 bâtiments pilotes, mais 4 qui ont fait un test vraiment le jour. Un jour, on leur a indiqué qu'il fallait faire un test. Et ça veut dire EcoWatt. On fait semblant que c'est EcoWatt rouge. Ouais, on va dire orange quand même. Orange, d'accord. On leur a dit rouge, mais on va dire orange. D'accord. Et alors, il y a une pratique auquel on ne pensait pas, c'était la climatisation des salles informatiques. Donc, ils ont décalé, ils ont anticipé la climatisation des salles informatiques, et ça a eu pas mal de conséquences. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Et Lionel, du coup, je vais pouvoir tout de suite te passer la balle, puisque Lionel était sur le pilote Crisco, qui a fait des tests, justement, ce fameux jour EcoWatt orange/rouge. Et donc, je te propose de partager cette expérience. Merci, tu t'étais effacé un moment, c'est ça ? Merci, c'est ça, oui, je m'étais effacé, je suis désolé, j'ai mis tout en application, sauf les voitures. Bon. Oui, donc merci. Donc c'était pour témoigner effectivement par rapport au test qu'on a fait sur le bâtiment le Crisco, donc qui appartient à la Française. Et sur ce bâtiment, donc on a fait un test le 24 qui s'est révélé assez bluffant finalement quand on regardait les courbes. C'est pas pour jeter des fleurs, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. On a réussi à bien anticiper tout ce qui est chauffage. On a joué sur le chauffage et sur la qualité d'air, on verra, et on a vraiment décalé nos consommations avec la GTB existante. Je ne dis pas que c'est tout simple actuellement, parce qu'on reviendra peut-être après. Il y a encore beaucoup d'actions manuelles et on essaye d'automatiser peu à peu pour qu'on ait à peu près qu'un seul bouton à cliquer, parce qu'autrement on ne tiendra pas tout l'hiver comme ça. Mais sur le premier test, c'était assez prometteur. Alors quand vous dites décaler de la puissance, ça veut dire préchauffer ou suspendre la production de chaud pendant certains... Ça veut dire quoi concrètement ? Alors, pour les gens qui ne sont pas habitués à décalage de l'appel de puissance, oui, etc. Très concrètement, c'était comment ? Alors très concrètement, nous ce qu'on a fait à chaque fois on anticipe le chauffage. Là on l'a un peu plus anticipé, c'est-à-dire qu'on démarre tout ce qui est équipement de chauffage plus tôt. Donc là on a encore démarré plus tôt. Et à partir de 8h, donc les plages EcoWatt rouge c'est 8h, 13h, et puis on parlera après de 18h, 20h. Mais à partir de 8h, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a créé des groupes d'équipements qui ont fonctionné en alternance.
Comme ça, vis-à-vis du réseau, on n'avait que la moitié de l'équipement qui fonctionnait. Très très bien. Et donc c'est possible déjà avec le matériel existant. Alors beaucoup de manuels, c'est ça qu'on entend. C'est qu'il faudra un jour automatiser tout ça et scénariser pour que on puisse le déclencher beaucoup plus facilement en fonction des scénarios. Et alors pourquoi, en fait, racontez-nous un petit peu pourquoi ce pilotage qui permet donc de ne pas appeler trop de puissance eu égard à la limite nationale qu'on a sur l'énergie électrique est quelque chose qui devra être implémenté pour notre futur énergétique. Pourquoi cette mesure de sauvegarde de l'hiver devient structurante dans la décennie qui vient et pour quelles raisons en fait? Alors, je vais juste commencer par rebondir sur ce que disait Lionel pour dire qu'effectivement, nous, dans un autre bâtiment qui participe au concours, on a justement travaillé ce sujet d'automatisation via la GTB. Et c'est clair que c'est clé si on veut faire en sorte que ce ne soit pas juste un concours et une fois passé une journée éco-watt rouge, mais le mettre dans les mœurs. Alors, pourquoi? Alors, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, on va passer d'une situation où le bâtiment est juste un consommateur d'énergie, une sorte de point final du réseau, un bâtiment qui va vraiment être acteur, c'est-à-dire que même avec les évolutions réglementaires, c'est pas juste une projection. On a des bâtiments qui vont s'équiper de capacités de production en termes de photovoltaïque. On a de plus en plus de géothermie qui est présente dans les bâtiments. On a le sujet des bornes de véhicules électriques. On a ces enjeux d'équilibre du réseau, y compris avec le renouvelable. Et donc, ça veut dire que finalement, quand on va opérer un bâtiment, on va devoir gérer de la production, se poser la question de si on l'autoconsomme, si on la revend, si on la revend au réseau, si on la refacture via des bornes de véhicules électriques. Donc, le bâtiment devient un acteur du réseau. Et ça va aussi s'accompagner probablement d'incitation économique. Et moi, j'espère vraiment que les contrats d'effacement vont s'étendre plus rapidement encore dans le tertiaire, parce que ça va permettre de valoriser finalement cet effort-là. Et donc, c'est tout un nouvel équilibre en fait que va jouer le bâtiment dans le réseau électrique. Et donc, on aura vraiment cet intérêt à la fois économique et puis au niveau sociétal, on va dire, de pouvoir jouer sur les différents leviers du bâtiment, mais par contre, effectivement, de façon automatisée, parce qu'on ne va pas avoir des pilotes de 747 dans tous les immeubles. D'accord. Et donc, on a un intérêt à le faire parce qu'il y a un futur qui embarque beaucoup d'énergie renouvelable. Est-ce que vous souhaitez apporter un complément, peut-être, sur ce futur énergétique qui nous oblige à cet exercice de flexibilité en aval-compteur, finalement? C'est là où on prend la casquette carbone. Et du coup, évidemment que quand il y a des pics de consommation, le moyen d'y répondre, c'est de proposer de l'électricité carbonée. Et si on arrive à réduire ces pics, on garantit, enfin en tout cas on participe au fait que la production d'énergie est la plus décarbonée possible. Donc c'est complètement en lien avec l'objectif de la SNBC et de tous nos enjeux carbone. Donc on va lutter contre le carbone, faire entrer les énergies renouvelables, limer les pics et supprimer les installations carbonées qui permettaient de passer les pointes en open bar jusque-là. Donc c'est fini l'open bar et on nous demandera d'avoir ces éléments de modération. Un complément alors peut-être? Moi ce que j'aimerais bien, c'est vrai, pour dépasser aussi le stade de concours, ce serait trouver des incitations économiques un peu plus lisibles. C'est vrai qu'on a des contrats d'effacement qu'on peut passer via des agrégateurs, c'est très complexe. Nous, quand on en parle à nos clients, ils n'ont pas envie de s'y mettre pour le moment. Alors peut-être que ce sera plus avantageux, mais c'est vrai, avoir des structurations. Et je pense que le concours Cube l'a trouvé finalement, c'est-à-dire des tarifs entre 8h et 13h et 18h et 20h, revenir un peu des tarifs un peu plus eurodatés et abandonner un tarif unique donnerait des moyens efficaces et clairs d'agir, de calculer des ROI. On a bien un peu les journées PP1, on joue là-dessus, mais on a le résultat un an après. Et un an après, c'est pas assez bon pour savoir pour inciter quelque chose. Donc moi, j'inciterais vraiment de revenir à des tarifs qui poussent à l'action. Si je peux raconter une histoire, nous on a des clients au Brésil. Et au Brésil, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des douches électriques parce que voilà, ils n'ont pas de ballon d'eau chaude pour le coup. Et donc, il y a une batterie électrique dans la douche qui chauffe l'eau quand les gens se douchent. Et donc, entre 18h et 21h, il y a un pic monstrueux à l'échelle du Brésil. Et donc, il y a des heures super pleines, disons, entre 18h et 21h. Et donc, c'est des heures où le coût de l'électricité est beaucoup plus cher.
Et donc effectivement, moi, je pense que contractuellement, ça pourrait être une bonne idée de se dire, bon, il y a les heures pleines et les heures creuses, mais il y a aussi des heures encore plus pleines, et c'est là où il faut vraiment faire attention, et le coût de l'énergie est plus cher à ce moment-là, ça c'est clair. Donc un signal prix qui vous déclenche, qui vous fait déclencher ça de manière naturelle, qui rend cette chose agréable. En tout cas, quand vous parlez de vos clients, ce sont des locataires, hein, vous êtes propriétaire immobilier. Alors, c'est vrai, je n'ai pas précisé, nous, à Veltis, on est plutôt un opérateur du bâtiment, donc on agit pour le compte du propriétaire et des locataires, hein, ça dépend quels sont nos clients. Mais voilà, c'est vraiment le triptyque, donc exploitant de bâtiment, propriétaire et locataire. Il faut qu'il y ait à un moment une équation économique. Et là, on a du mal parfois à la sortir. Et jusqu'à présent, à part le concours Cube qui pousse, et puis un peu les volontés gouvernementales du moment, donc la conjoncture, qui pousse à agir. Sinon, jusqu'à présent, on n'avait pas trop d'entente sur les journées PP1. Même nos clients disaient passez pas plus de temps. Alors, cette année, c'est différent. Donc il y a une première économie qui va être dans le tarif, et on espère justement que le concours va objectiver auprès de RTE la possibilité, enfin donner un patrimoine d'analyse qui permet d'essayer de rénover les tarifs. Ça fait partie des intentions du concours, hein, de pouvoir alimenter cette réflexion sur le tarif pour que l'hiver prochain, entre 2023 et 2024, il y ait quelque chose de plus sympathique pour justement ceux qui participent à l'équilibre national et à la sécurité électrique. Au niveau du tarif, alors on va monter d'1 degré de complexité, puisque tarif c'est bien, c'est au moins ça tout le monde comprend. Est-ce qu'on peut imaginer à terme faire des économies sur la puissance installée? Il y a plusieurs échelles pour ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye vraiment de limiter la puissance installée, on n'est pas obligé d'avoir une débauche sur les organes principaux du bâtiment. On peut même imaginer qu'au niveau d'un poste source, au niveau du quartier, si on arrive à caper un peu l'appel de puissance, on n'est pas obligé de le renouveler, de l'augmenter, etc. Enfin bref, il y a une économie sur la puissance qui est une économie de hardware. Est-ce que chez les investisseurs et les utilisateurs, ou chez les bureaux d'études, on est prêt à entendre cette histoire de limitation finalement du matériel installé, dont on sait qu'il est très carboné? Voilà. C'est une bonne question. Je pense que c'est un sujet tout nouveau. Nous, on a cette problématique-là pour les chantiers de construction. On travaille beaucoup avec un grand constructeur leader mondial du BTP sur leurs chantiers de construction. Et pour le coup, une des raisons pour lesquelles ils utilisent notre solution, c'est pour dimensionner les installations, puisqu'ils en ont tous les quelques mois. Sur des provisoires. Voilà. Provisoires, c'est 2 ans un chantier en gros, en moyenne. Et donc, ils font des nouveaux chantiers en continu. Et donc, ils ont en continu le besoin de dimensionner la bonne installation électrique. Et donc, ça leur coûte cher s'ils ont des installations surdimensionnées. Et donc, effectivement, quand on voit le réel, avec un peu comme la flexibilité, ce profil de puissance, et voir le foisonnement réel des installations, ça permet effectivement d'optimiser des dimensionnements d'installation par rapport à des calculs un peu théoriques, en se disant, bon, bah voilà, ça c'est la puissance nominale, et puis on va imaginer que tout fonctionne en même temps. Mais la réalité, c'est assez différent. Et donc, rien que l'approche théorique réelle, ça permet de progresser dans la réflexion et d'optimiser. Maintenant, après, l'étape d'après, c'est d'arriver à contrôler avec des stratégies un petit peu plus concertées l'ensemble des équipements pour, même une fois qu'on a une vue réelle, réduire encore le besoin, quoi. Donc ça, c'est peut-être des stratégies GTB dont Dimitri, vous pouvez parler. Oui, alors de toute façon, j'ai plusieurs éléments de réponse. Effectivement, donc il y a cet enjeu effectivement de pouvoir réduire le besoin même quand on a réduit la puissance. Après, il faut voir d'une part sur la partie puissance installée. J'ai le cas par exemple sur des transformateurs où en fait on voit que si on veut aussi optimiser la durée de vie des installations, parfois il faut mieux surdimensionner par rapport aux besoins de puissance. Après, l'enjeu, c'est effectivement de ne pas en profiter pour aller plus loin. Mais clairement, je pense que, en fait, derrière, j'élargirais même le sujet, c'est qu'il y a un vrai enjeu de dire à tous les étages au niveau de la filière du bâtiment, il faut qu'on puisse prendre en compte ces enjeux. À commencer déjà par les architectes. Je pense qu'ils ne sont pas nécessairement en partie de la population qui l'intègre toujours le mieux. Et je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu de poser la question en fonction en fait, de l'usage du bâtiment, de la localisation. Là, on est à la Défense. La Défense, on sait aussi qu'on a des loyers au mètre carré qui sont quand même assez élevés. Donc après, je pense que selon les endroits où on est, ou selon si on parle d'un supermarché ou d'un bureau haut de gamme, en fait, on n'a pas une
une écoute qui va être la même. Donc il y a un enjeu, je pense aussi, de pouvoir le faire entrer dans les conceptions et dans l'acceptabilité sociale. Je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. D'accord. On peut imaginer qu'entre... Tu veux apporter un complément? Oui, je voulais apporter la partie retour d'expérience de ces fameux pilotes. Donc, Crisco, pour cette fois-ci, n'est pas forcément l'exemple qu'on peut citer, parce que votre puissance est parfaitement optimisée, ce qu'on a vu au niveau des tests. Mais sinon, pour les autres bâtiments, on peut aller entre un facteur 2 et un facteur 4 de puissance réelle par rapport à la puissance souscrite. Donc c'est en effet un sujet. Par contre, je rejoins Dimitri, en termes d'ordre de grandeur, pour une université par exemple, ça va représenter un poste financier intéressant. Pour un énorme bâtiment de bureau, les négociations derrière, les contrats, bref, de tout revoir tout ça, il y a trop d'énergie dépensée par rapport au retour financier. Donc ça dépend vraiment de quel bâtiment on parle. En revanche, on veut bien tester sur les 100 prochains bâtiments qui sont dans le concours et voir si on tire les mêmes conclusions. Un appel au peuple alors, de la part Exactement. d'Elisabeth. La centaine, d'accord. Non, si je peux compléter, effectivement, côté transformateur, hardware, ce qu'on peut regarder, c'est qu'actuellement, même sans parler d'effacement, c'est souvent surdimensionné. Après, il y a peut-être à reprendre un peu les réglementations. On est un peu trop prudent. Donc, sur des bâtiments, on s'est rendu compte que le transformateur pouvait être divisé, sa puissance pouvait être divisée par 2. Et c'est encore sans parler de toute l'optimisation de puissance qu'on pourrait faire via Cubeflex ou via de la gestion de puissance, quoi. Mais là, c'est plus un sujet réglementaire, je pense, savoir vraiment qu'est-ce qu'on fait derrière, bien comprendre les usages. On voit que de temps en temps, quand on construit le bâtiment, on ne sait pas trop quels sont ses usages. Donc, quand on choisit un matériel, un transformateur, on ne va pas le changer tous les 4 matins. Donc, parfois, on surdimensionne. On surdimensionne. Le bureau d'études va souhaiter surdimensionner. Peut-être l'investisseur va avoir un truc qui supporte toutes les charges futures, quelles qu'elles soient. Et donc, on se retrouve avec une installation qui est très sous-utilisée. Sous son point nominal d'utilisation. Et ça, c'est un retour aussi du concours Cube. On a eu beaucoup de bâtiments dans lesquels même les éléments de climatisation, le CVC, ne fonctionnaient jamais dans la plage optimale du meilleur rendement parce que tout était surdimensionné. Ça crée des surconsommations tout à fait importantes. Tu souhaitais apporter un complément ou... Peut-être je voulais juste dire, ce qu'il faut garder en tête malgré tout, c'est que quand on voit les projections, même sur les futurs énergétiques de RTE, etc., c'est qu'on va aller aussi vers une électrification. Donc finalement, on va aussi, la puissance correspondante à la charge des véhicules électriques, elle va être importante. Donc on va peut-être pas se mordre les doigts d'avoir surdimensionné certaines installations. On va peut-être pouvoir en récupérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le piloter, mais effectivement, on a un enjeu aussi de basculer, comme on a la chance d'avoir une électricité très décarbonée, pas mal d'usages vers l'électrification. Merci. Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit exercice. On a beaucoup parlé de technique, de puissance, etc., de tarifs, etc. Maintenant, on va se mettre du point de vue de l'utilisateur. C'est comment, à partir de 2030, vivre dans un de vos bâtiments rêvés en termes de flexibilité, qui réagit avec la disponibilité d'énergie renouvelable, la saturation du réseau. Enfin bref, comment ce sera la vie quotidienne dans un bâtiment, prenons un bureau, post-2030, qu'est-ce que vivra l'utilisateur dans ce moment-là? Si on peut essayer de se projeter un petit peu. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 2030, mais juste pour donner un exemple, je pense qu'il peut parler. Si on veut à la fois optimiser l'appel de puissance, faire des économies d'énergie, dans un certain nombre de bâtiments de bureaux, on va avoir par exemple une détection de présence dans une salle de réunion. Donc, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une salle de réunion, puis la lumière va s'allumer, effectivement ça va se mettre en confort. Par contre, ce qu'on sait tous, c'est qu'en fait, au bout de 45 minutes, on va tous avoir trop chaud, ça va être saturé en CO2. Et donc là, effectivement, on va avoir une détection du fait qu'on a atteint la consigne haute, et puis on va se mettre à climatiser à max, à ventiler à max. Donc on va avoir, comme tout le monde fait les réunions au même moment, le lundi matin déjà, on va avoir un appel de puissance potentiellement au même moment. Et en fait, si on a simplement du comptage de personnes et qu'on sait que si on a une personne, 12 personnes ou 25 personnes qui sont rentrées dans la salle de réunion, on peut déjà lisser que ce soit la climatisation ou la ventilation et l'optimiser. Donc ça veut dire que là, on a à la fois un effet sur la puissance appelée et puis également sur le confort qu'on peut ressentir dans le bâtiment.
On peut aussi imaginer qu'on va avoir de plus en plus d'épisodes de canicule. Si on a un bâtiment qui va déjà gérer la gestion de ses stores, etc., en fonction des conditions climatiques, des prévisions météo, bah, ça veut dire que potentiellement on aura peut-être déjà un peu moins chaud quand on arrive le matin au bureau. Donc je pense que ça peut s'accompagner plus d'un meilleur confort, parce que finalement on doit avoir un bâtiment qui réagit à l'usage pour être optimisé en termes de puissance, mais s'il réagit à l'usage, normalement ça veut dire qu'il va être il va être dans des conditions qui sont plus correspondantes à ce qu'on a envie de faire à un instant donné. Donc j'espère bien que ce sera un sentiment de meilleur confort au-delà d'une meilleure performance carbone. Très bien. Donc l'utilisateur du futur pour toi est très confortable. On est heureux de l'entendre. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez un complément, vous l'imaginez. Comment vous l'imaginez ? Moi, j'aime bien garder la main. Dans nos bureaux, il y a des détecteurs de présence et on est toujours frustré parce que ça ne s'allume pas au bon moment, ça ne s'éteint pas au bon moment. Et on a des stores manuels. Ça j'adore, parce que quand il fait froid en ce moment, bah, je les lève et puis j'ai du soleil. Et puis quand il fait trop chaud, je les baisse, etc. Et moi, je trouve que garder en partie la main pour l'utilisateur, c'est intéressant parce qu'il s'approprie aussi, lui, son comportement, son environnement de travail. Et moi, j'aime bien le côté, de temps en temps, un peu low-tech. Alors, ça doit être combiné avec certaines optimisations des systèmes de production et de distribution quand même de façon automatisée ou semi-automatisée. Mais garder pour l'utilisateur en partie la main, je trouve ça quand même assez sympa. Et après, moi, j'aime bien le côté gamification. Bon, on va peut-être en reparler, mais le fait d'être plus éveillé, d'être plus conscient des enjeux de ce qui se passe sur le réseau, parce qu'il fait beau, donc il y a plus de soleil, donc il y a plus de panneaux solaires qui produisent de l'électricité, où il y a du vent, etc. Je trouve ça assez génial. Maintenant, il y a un enjeu de carbone qu'on a évoqué tout à l'heure. Et je vais vous raconter une histoire. C'est il y a 10 ans, quand on a lancé la première version de notre plateforme, on allait interroger l'API de RTE pour récupérer les données de contenu carbone du kilowattheure électrique consommé, pour avoir en temps réel, en fait, l'équivalent en CO2 de ce que nos clients consommaient. Et en fait, les bilans carbone, ils sont basés sur des valeurs moyennes. Et donc, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, on a arrêté cette partie-là. Et en fait, il y a aussi un enjeu de comptabilité carbone, c'est-à-dire que si on ne prend pas en compte le poids CO2 du kilowattheure consommé, qui peut varier du simple au double pendant une journée, et ben en fait, c'est dommage, parce que c'est une motivation en moins. Et donc je pense que cette partie-là est importante aussi, d'être conscient de quel est le poids carbone d'un kilowattheure consommé en fonction du temps, et ensuite d'embarquer les utilisateurs dans ce jeu-là et de ces challenges-là. C'est marrant parce que ça fait vraiment le lien avec ce que j'imaginais. Alors j'aime bien le low-tech, mais j'aime bien la gamification, et du coup il y a un peu de digital dans tout ça. J'imagine potentiellement que moi j'arrive en voiture électrique et qu'on me propose de charger maintenant, mais ça va me coûter tant de CO2, ou on me dit décale ta recharge, et puis ça te coûtera moins de CO2, et d'avoir un petit bilan à la fin de la journée, et d'être classé par rapport aux autres, enfin de prendre parti globalement à l'impact de l'ensemble du bâtiment. Je trouve que ça aurait un peu plus de sens, et ça embarquerait l'utilisateur. Oui, moi je rejoins aussi, je rebondis là-dessus, je le vois vraiment consommateur. C'est comme ça qu'on l'a présenté par rapport au concours CubeFlex. Et ça a assez pris, finalement, les gens sont assez contents, donc s'ils sont sensibilisés de savoir pourquoi ils agissent, et peut-être même ils peuvent même accepter. J'étais assez surpris d'avoir un moment de faire ce que j'appelle de la sobriété plus, c'est-à-dire faire un petit effort sur leur confort même, parce qu'ils comprennent pourquoi. Donc dès qu'ils ont compris, ok, là peut-être que j'aurai peut-être un peu plus froid aujourd'hui, mais j'accepte pour la résilience du réseau, pour peut-être des questions de coût ou des questions environnementales. Donc si on leur explique bien les choses, même avec des écrans qu'on peut mettre dans des halls où on explique la performance de leur bâtiment, où on leur fait des rendus, je pense qu'on pourra agir. Alors c'est peut-être un travers du métier, mais moi je trouve que c'est motivant. Alors c'est un grand retour du concours Cube, qui était que l'information en boucle retour micro, ça aide beaucoup à comprendre ce qu'on est en train de nous arriver. Et effectivement, nous, ce qu'on avait vu dans des études EDF sur l'industrie, qui se coupait, qui fait déjà des flexibilités sur un four pendant 1 heure, il y avait une compréhension de la limite de réseau qui est beaucoup plus facile à comprendre
et qui est un meilleur vecteur d'action que la simple maîtrise de l'énergie. Je dirais l'espèce d'injonction 19 degrés tout le temps. Celle-là, elle nous embête beaucoup plus, elle est moins acceptée qu'une exception, en fait, qu'une action exceptionnelle dont on sait qu'elle participe d'un équilibre du grand tout. Voilà, il y a quelque chose de plus compréhensible, dixit les sociologues de EDF. Voilà, c'était ça. Écoutez, on a imaginé comment les tarifs allaient se rénover, comment la flexibilité devenait un nouveau sport, et pour l'instant en bac à sable dans un concours, mais que ça allait finalement créer une vague qui nous emportait vers des bâtiments compatibles neutralité carbone 2030, et on a finalement imaginé un utilisateur confortable, heureux, informé et qui comprend le nouveau monde dans lequel il est entré. Il me reste qu'à vous remercier de cette clarté, de ce tour de table. Puisse la flexibilité avoir la même décennie que celle qu'on a vécue sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments. Et merci à vous en tout cas pour cette table ronde. Voilà. Merci. Merci. Merci, je vous remercie.